Salut à tous, bienvenue dans cette présentation. Moi c'est Jonas. Après plusieurs semaines, on se retrouve dans cette présentation pour parler des notions qui sont liées à la technologie Etherchannel. Certes, vous avez déjà entendu parler de ça. Nous allons essayer de voir ensemble c'est quoi et comment on peut implémenter cette technologie. Etherchannel a été mis en place pour résoudre certains problèmes liés au protocole Spanning Tree. Il s'agit bien entendu de la technologie des couches liaison des données. Alors, c'est quoi le Spanning Tree? Le Spanning Tree, c'est un protocole de couche 2 aussi qui est mis en place pour empêcher la boucle de commutation en essayant de bloquer certains ports des commutateurs. La boucle de commutation, c'est une boucle issue de la boucle physique entre deux ou plusieurs commutateurs. Alors, essayons de voir tout ça en démonstration sur notre simulateur Packet Tracer. Nous avons là notre petit réseau de deux ordinateurs connectés tous au commutateur qui est un périphérique intermédiaire d'accès. Si tout va bien, il n'y aura aucun problème de communication dans ces réseaux, c'est-à-dire tant que ces commutateurs fonctionnent, les deux ordinateurs vont communiquer entre eux sans aucun problème. Supposons les amis que pendant que ces ordinateurs communiquent, ils s'échangent des trames, ces commutateurs connaissent une panne brusque. Vous allez voir qu'il y aura interruption des services et qu'il n'y aura pas communication entre les deux ordinateurs. Et rappelez-vous, un réseau informatique fiable doit être disponible, ça c'est comme première caractéristique. Alors lorsque vous concevez des réseaux informatiques, pensez à toutes ces caractéristiques-là. La première qui est la disponibilité. C'est que même s'il y a n'importe quelle panne dans un réseau informatique, les périphériques finaux doivent avoir toujours l'accès au service du réseau. À 99,99%, les réseaux doivent être disponibles. Alors, pour qu'il y ait disponibilité dans les réseaux, dans notre cas, que pouvons-nous faire? Nous n'avons qu'un seul commutateur sur lequel il y a des VLAN auxquels sont affectés les ordinateurs. S'ils tombent en panne, il n'y aura pas disponibilité dans les réseaux. Alors, nous pouvons nous dire, on va payer un deuxième commutateur. Celui-là va essayer de répondre à ces problèmes-là. À ces commutateurs, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre aussi les ordinateurs, n'est-ce pas? Les affecter aussi dans des différents VLAN. Donc ici, on peut avoir le PC3 et le PC4, bien entendu. Et nous pouvons ajouter même un serveur local. Voilà. Donc là, nous aurons quand même ces périphériques qui seront connectés à ces deuxièmes commutateurs. Voilà, on a établi les connexions physiques entre l'ordinateur ainsi que les serveurs connectés au commutateur. De telle sorte que si le premier commutateur tombe en panne, les périphériques PC1 et PC2 peuvent être connectés via les prises murales RJ45 à ces deuxièmes commutateurs qui se trouvent dans notre salle technique. Donc, on a essayé de résoudre un peu le problème des pannes qui peut intervenir dans notre réseau. Mais à ce niveau, il n'y a pas vraiment redondance. À l'œil nu, oui, il y en a, mais logiquement et même physiquement, quand nous voulons faire les basculements automatiques de ces ordinateurs vers le deuxième commutateur, ça ne sera pas possible. C'est la raison pour laquelle, entre les deux commutateurs, nous devons établir une connexion physique, de telle sorte que si ces premiers tombent en panne, via les prises RJ45, on branche ces deux ordinateurs à ce deuxième commutateur qui comprend aussi les mêmes VLAN se trouvant sur le premier commutateur. Le temps pour les administrateurs réseau de voir ce qui s'est passé. Soit il faudra remplacer les commutateurs ou essayer de refaire toutes les configurations. Alors, supposons que nous avons un réseau de deux commutateurs comme ça qui fonctionnent tous sans aucun problème. Alors, supposons maintenant que nous avons résolu le problème de redondance physique au niveau des deux commutateurs parce que nous en avons deux. Si l'un tombe en panne, on bascule vers le deuxième. Et regardez, pendant que tout va bien, supposons que cette liaison qui existe entre les deux commutateurs tombe aussi en panne. Ça veut dire qu'on va rentrer à la case de départ.
comme solution, nous pouvons ajouter une deuxième, pourquoi pas une troisième liaison entre les commutateurs. En faisant ce genre de configuration, regardez ce qui s'est passé. Vous avez les lampes témoins sur le premier commutateur. Il y a une lampe qui est en vert, c'est-à-dire tout marche bien. Il y a l'autre qui est resté en orange. Je ne sais pas si vous essayez de voir ensemble avec moi ce qui s'est passé lorsqu'on a voulu ajouter la deuxième liaison. En faisant ce genre de configuration, c'est-à-dire l'ajout de ces deux liaisons physiques, a créé une boucle physique. Et donc là, on vient de faire une boucle physique. Cette boucle physique présente beaucoup d'inconvénients. Entre autres, vous avez les tempêtes de diffusion. C'est que vous pouvez avoir un ordinateur sur un deuxième commutateur qui y est déjà déconnecté du réseau et que le PC1 sur le premier commutateur qui avait sauvegardé son adresse MAC dans les caches ARP génère les trafics pendant que ce PC-là est déjà déconnecté du réseau. Les commutateurs vont faire quoi? Vont toujours faire des diffusions, plusieurs diffusions jusqu'à ce que les réseaux seront saturés et surchargés même. Les processeurs, les mémoires sur les commutateurs seront surchargés. Pourquoi? Parce que la trame n'a pas de durée de vie. C'est qu'elle va circuler indéfiniment sur cette boucle physique. On se comprend. Donc, si vous voulez entrer en profondeur du point de vue théorique, vous trouverez beaucoup de documentation qui parlent de ce qu'on est en train de voir. Alors, le fait que nous ayons formé une boucle physique, ça va engendrer une boucle de couche 2. C'est une boucle logique qu'on appelle la boucle de commutation. Et donc, la boucle physique a engendré la boucle de commutation qui présente plusieurs inconvénients tels que les tempêtes de diffusion, la transmission des trains multiples, etc., etc. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas la boucle de commutation, la première solution serait d'enlever une liaison. Ce qui n'est pas toujours évident parce que nous avons besoin d'une redondance. Au lieu d'enlever une liaison, on a mis en place un protocole qu'on appelle Spanning Tree, STP, tree comme un arbre. Alors, vous trouverez les principes de fonctionnement, etc. du protocole Spanning Tree. Ce n'est pas vraiment l'objet de cette présentation. Spanning Tree va faire quoi? Spanning Tree, c'est un protocole de couche de liaison de données qui va faire appel à un algorithme, Spanning Tree algorithme, qui va permettre à ce que la boucle de commutation n'existe pas, qu'elle soit annulée. Comment ça? On va commencer par élire un commutateur racine, bruit de route. En deuxième étape de cet algorithme, on va choisir les ports racines. Je rappelle qu'un port racine, c'est un port choisi sur les commutateurs non racines. Troisième étape, on va essayer de choisir les ports désignés entre les segments, entre chaque cascade. La cascade, c'est juste un domaine de collision, la liaison qui existe entre des commutateurs. Et enfin, on va bloquer les ports qui ne sont ni désignés ni racines. Si vous avez des difficultés sur ça du point de vue Spanning Tree, vous pouvez me contacter, je ferai encore une vidéo théorique sur ça. Alors, c'est Spanning Tree qui a bloqué ces ports, de telle sorte que s'il y a une diffusion reçue par ces commutateurs sur ces ports, qu'ils fassent la diffusion sur les restes des ports. Et à ce niveau, le port bloqué ne peut ni recevoir ni émettre les données. Physiquement, nous avons des liaisons, mais logiquement, il y a une seule liaison qui fonctionne, celle d'en bas. Celle-ci est bloquée et ne peut fonctionner que si celle d'en bas est down. Et là, Spanning Tree va essayer de refaire les calculs en se basant toujours sur son algorithme. Spanning Tree a plusieurs variantes telles que Rapid Spanning Tree Protocol, Multi-Instance Spanning Tree MSTP, etc., etc. Donc, je vous demande de faire aussi beaucoup de recherches sur ça. Vous trouverez sûrement sur Internet toutes les théories sur le protocole Spanning. Je ne vais pas entrer en détail pourquoi, parce que Spanning Tree est activé par défaut sur tous les commutateurs Cisco. Ce qui a fait que dans ces genres de configurations, la boucle de commutation n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce port a été bloqué. Et donc, logiquement, on a une seule liaison qui transporte les données. On se comprend? Voilà. Alors,
On peut aussi maintenant se poser une autre question, si vous avez compris quand même quelque chose sur Spanning Tree. Si nous avons une configuration pareille, c'est que je vais enlever les deux liaisons, où nous avons un commutateur multicouche. Le commutateur multicouche, c'est celui qui joue le rôle du routeur, il remplit certaines fonctionnalités. Donc là, dans la conception réseau, il sera au niveau de la couche de distribution. Si on a une configuration pareille, voilà. Et regardez bien qu'il y a toujours des ports qui sont bloqués à cause du protocole Spanning Tree. Spanning Tree qui intervient pour bloquer certains ports afin de résoudre les problèmes liés à la boucle de commutation engendrée par la boucle physique. Pour la redondance, bien entendu, afin qu'il y ait disponibilité. On se comprend, les amis. Alors, les liaisons qui existent entre les commutateurs d'accès et les commutateurs de distribution, ce sont des liaisons montantes qu'on appelle les liaisons uplink. Imaginez qu'ici, nous avons des liaisons gigabit Ethernet. On a 1 giga qui génère ces ordinateurs qui envoient plusieurs données à ces commutateurs. Et ces commutateurs, pour qu'il y ait vraiment communication entre plusieurs ordinateurs dans différents VLAN, il est obligé de passer par les commutateurs multicouches. C'est à ce niveau qu'on a fait les routages inter-VLAN. Rappelez-vous, il y a plusieurs vidéos, n'est-ce pas, sur les VLAN ainsi que les routages inter-VLAN. Et ici, imaginez qu'on a du fast Ethernet, donc 100 mégabits par seconde. On quitte des gigabits Ethernet à fast Ethernet. Vous voyez ce que ça va donner? C'est comme qui dirait vous avez un entonnoir. C'est comme qui dirait vous avez beaucoup d'eau qui entre dans l'entonnoir et pour sortir, vous voyez les trucs là, le bout de l'entonnoir. Non, il y aura ce qu'on appelle goulot d'étranglement. Pourquoi? Parce que les données générées ici, en termes de bande passante, dépassent les liaisons, dépassent la bande passante des liaisons montantes, uplink. Alors, n'y a-t-il pas possibilité que nous puissions fusionner toutes les bandes passantes de ces liaisons montantes? Oui, c'est possible. Comment est-ce que c'est possible? C'est en utilisant la technologie Etherchannel. Donc, on va faire appel à Etherchannel. Etherchannel qui viendra débloquer les ports qui ont été bloqués par Spanning Tree. Débloquer pourquoi? Parce qu'on a le souci d'utiliser toutes les liaisons physiques disponibles, qu'il n'y ait pas de liaisons bloquées pour profiter de la bande passante de ces liaisons-là. Donc, brièvement, Etherchannel, technologie de couches liaison des données, est mise en place pour débloquer les ports qui ont été bloqués par Spanning Tree pour éviter la boucle de commutation engendrée par la boucle physique. Donc, nous allons utiliser toutes ces liaisons au même moment grâce à Etherchannel. Voilà de façon générale la relation qui existe entre Spanning Tree et Etherchannel. Alors vous allez me dire qu'on pouvait directement utiliser Etherchannel sans passer par Spanning Tree. Non. On est obligé de passer par les VLAN, passer par Spanning Tree et passer par Etherchannel. On ne peut pas directement implémenter Etherchannel si Spanning Tree n'avait pas existé. Donc comprenez que ce sont des matières qui sont interdépendantes. L'objectif ici, c'est d'utiliser autant de liaisons que nous avons. Et ça va nous aider à profiter de la bande passante comme premier bénéfice. Deuxièmement, nous allons effectuer ce qu'on appelle l'équilibrage des charges. C'est que si ce commutateur a un trafic d'une grande taille, il peut envoyer d'autres trames sur la première liaison et d'autres trames aussi sur la deuxième liaison, ainsi de suite. Et là, il y aura ce qu'on appelle le partage des charges. La même chose de ces côtés. L'autre avantage, c'est que si une liaison dans Etherchannel tombe en panne, ça ne va pas affecter le fonctionnement du réseau. Le réseau va toujours continuer de fonctionner jusqu'à ce que la liaison là sera réparée. Donc, Etherchannel présente beaucoup d'avantages, les amis. Et donc, nous devons essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, une parenthèse,
Lorsque vous concevez les réseaux, les commutateurs des couches liaison de données appartiennent à une couche d'accès. Vous avez dans la couche d'accès, vous avez les commutateurs 2960 par exemple, vous avez les points d'accès, etc. Ce sont les commutateurs qui sont connectés directement au périphérique d'utilisateur final. Et sur ces commutateurs, on a créé des VLAN et on a affecté les ordinateurs dans ces VLAN-là. La deuxième couche, c'est la couche de distribution. Là, vous avez les commutateurs multicouches pour faire les routages inter-VLAN, etc. Ces commutateurs peuvent nous faire sortir du réseau. Au cas contraire, nous aurons besoin du routeur qui sera dans la troisième couche ici, par exemple, où on parlera de la couche cœur du réseau. On verra ça dans les vidéos à venir. Mais pour l'instant, on retient ça. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça? C'est juste parce que la raison est simple. Je voulais seulement vous montrer que lorsque vous avez une conception pareille, ça s'appelle conception principale réduite, dans laquelle on suppose que nous avons la couche de distribution et cœur du réseau fusionnée en une seule couche à ce niveau. Et au niveau de la couche d'accès, vous n'aurez aucune liaison entre les commutateurs des couches d'accès. Il n'y en aura pas. Donc, c'était ça la parenthèse que j'avais ouverte et je la ferme directement. Passons maintenant à Etherchannel. Comment va-t-on configurer Etherchannel? Il y a plusieurs possibilités de configurer Etherchannel. Ça veut dire tout simplement, la première possibilité, c'est de configurer Etherchannel manuellement. On se comprend sans faire appel à quelque chose d'automatique. L'administrateur vient pour configurer Etherchannel manuellement. La deuxième possibilité, c'est de configurer Etherchannel de façon dynamique ou automatique, en faisant appel bien entendu au protocole Etherchannel. Nous avons le premier protocole le PAGP. Voilà. Il est protocole Etherchannel propriétaire à Cisco, utilisé pour former un canal Etherchannel. Vous avez le deuxième protocole LACP, qui est un protocole standard, qui peut tourner sur n'importe quel commutateur. Alors, ces protocoles présentent les modes différents, n'est-ce pas? Pour PAGP, vous avez les modes ON, pour former Etherchannel inconditionnellement. Vous avez le deuxième mode, Desirable, non, le mode désirable, qui permet à un port d'envoyer les messages PAGP pour négocier l'établissement du canal Etherchannel avec les voisins. Enfin, vous avez le mode auto. Ce mode va attendre la réception des messages du voisin pour former Etherchannel. Alors, pour LACP, vous avez encore le mode ON. Vous avez le mode activé ou le mode actif qui envoie des messages LACP aux voisins pour établir un éventuel port Etherchannel. Et enfin, vous avez le mode passif. Voilà, ici, le port va se comporter comme étant le port configuré en mode auto-PAGP, c'est qu'il attend de son voisin les messages pour essayer de négocier et d'établir aussi, n'est-ce pas, une liaison Etherchannel. Voilà un peu en passant ce qu'on pouvait dire sur les deux protocoles qui font en sorte qu'Etherchannel soit établi automatiquement. Alors, il y a certaines restrictions à suivre avant de mettre en place Etherchannel. J'ai deux liaisons montantes Fast Ethernet, de l'autre côté des liaisons montantes Fast Ethernet. Vous ne pouvez pas avoir une liaison Fast Ethernet et une liaison Gigabit Ethernet pour les regrouper en un seul canal logique. Non, ça ne marchera pas. Non, vous ne pouvez pas avoir ici une interface Ethernet, ici Fast Ethernet, pour essayer de regrouper ça dans un seul canal Etherchannel. Non. Le mode de fonctionnement, ça doit être en full duplex. Rappelez-vous, c'est avec full duplex qu'on élimine les domaines de collision. Et donc, pensez à ça. Il y a certaines restrictions à suivre avant de mettre en place Etherchannel. Et un canal Etherchannel, de nos jours, peut prendre en charge jusqu'à 8 interfaces physiques des commutateurs. Mais les commutateurs d'accès, les 2960 que nous avons,
arrive jusqu'à 6 ports ou soit 6 interfaces physiques dans Etherchannel. Les commutateurs multicouches vont au-delà, jusqu'à 8 interfaces physiques dans Etherchannel. Donc les amis, si vous avez des difficultés sur tout ce qui concerne la théorie sur Spanning Tree et Etherchannel, essayez de me contacter, soit faites quelques recherches sur Internet, vous trouverez sûrement des documentations sur ça. Alors moi je m'arrête par ici, on se retrouve dans la vidéo qui va suivre pour que nous puissions voir comment configurer Etherchannel de façon correcte, en toute aisance, sans aucune difficulté. Je rappelle, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, surtout de partager aussi toutes ces vidéos. C'est une façon pour vous de nous encourager. Je vous dis grandement merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la configuration des Etherchannel. Au revoir.